Ici Roger Clavet. Bienvenue à Interroger. Maintenant, c'est une habitude à l'émission où on pose des questions puis on s'attend d'avoir des réponses. Mais parlant de questions, vous en avez une sûrement à la maison. Qu'est-ce qu'il fait, l'animateur avec un foulard rouge, une écharpe rouge? Ça vous fait pas penser à quelqu'un en particulier? Ben oui, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Pourquoi je vous en parle cette semaine? C'est qu'il en a été beaucoup question dans l'actualité à cause du décès malheureux du philosophe de la ville de Québec, Thomas de Coninck. Thomas de Coninck, à ce qu'on dit, aurait servi d'inspiration à Saint-Exupéry quand il est allé chez lui dans la famille des de Coninck, une famille illustre de Québec. Et le petit Thomas, qui vient de mourir à l'âge de 91 ans, a été âgé d'à peine 8 ans à l'époque. Et il portait une écharpe rouge. Et s'y aurait inspiré l'auteur, Saint-Exupéry, à en donner une à son personnage. Donc, on a remis à l'ordre du jour de l'actualité l'œuvre majeure de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, qui a été traduit, ma foi, dans des centaines, des dizaines et des dizaines de langues et de dialectes, parce qu'il n'y a pas 200 langues, mais il y a au moins 200 langues et dialectes. C'est l'ouvrage le plus connu, le plus publié dans le monde, après la Bible. Mais on admettra que c'est un petit peu plus captivant, comme on dit, plus facile. C'est quelques centaines de pages, et l'autre, c'est... Mais alors, tout ça pour vous dire que on voulait savoir si, avec le décès de Thomas de Coninck, Le Petit Prince était mort. Ça serait bien triste. Eh bien non. Nous sommes allés à la bibliothèque de Pont-Rouge, où le coordonnateur nous a expliqué que le livre, année après année, 80 ans après la création du Petit Prince, il est toujours en demande. On écoute et on regarde surtout cet entretien. Nous sommes à la bibliothèque de Pont-Rouge en compagnie de Sylvain Brousseau. Bonjour. Et vous êtes coordonnateur de la dite bibliothèque. Exactement. On est ici parce que c'est un peu un prétexte qu'on a pris pour venir parler de Saint-Exupéry, l'auteur à qui l'on doit le Petit Prince. Mm-hmm. Pourquoi ça revient dans l'actualité? C'est parce que il y a eu un philosophe de Québec qui est décédé cette semaine à l'âge de 91 ans. Jusque-là, tout se tient. Mm-hmm. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'il aurait été l'inspiration de Saint-Exupéry pour créer le personnage du Petit Prince. Et le Petit Prince, vous l'avez dans les mains. Exactement. Alors, parlons un peu du Petit Prince. C'est un livre qui a été traduit mondialement dans plusieurs langues et dialectes. Est-ce que c'est encore en demande dans les bibliothèques de Port-Neuf ou d'ailleurs? Bien, je peux parler pour celle d'ici, assurément. J'ai vérifié avant qu'on se rencontre, justement, un petit peu là, dans les derniers temps. Et oui, c'est un livre qui sort encore de façon fréquente. Auprès d'un public jeune ou un public... Je vous dirais, ça va être un peu un mix des deux. Soit les enfants en ont entendu parler, ou parfois le parent va suggérer ou va l'emprunter justement pour l'enfant. Il va lui faire découvrir si la personne elle-même l'a lu par le passé, donc pour faire découvrir la lecture. C'est un peu difficile de classifier ce livre-là, qui n'est pas un livre jeunesse, qui s'adresse autant à des adultes qu'à des enfants, mais universellement reconnu, traduit dans plusieurs langues. Pourquoi ce succès d'un livre aussi simple, tout petit de présentation? Il y a des images, des illustrations. Comment vous pensez que ça pourrait expliquer... Comment on pourrait l'expliquer, le succès de ça? Bien, un succès, c'est toujours un peu difficile à dire. Pourquoi ça? À expliquer le pourquoi. Souvent, il y a une histoire qui vient accrocher. On va jouer dans des cordes sensibles dans ce temps-là. On vient créer des émotions. En fait, les auteurs, c'est ce qu'ils essaient de créer. Ils essaient de créer des émotions chez les gens. Et ce livre-là, visiblement, fait vibrer des choses. Comme je vous disais, des parents peut-être qui essaient de le transmettre, justement, essaient de transmettre un petit peu ce qu'ils ont vécu. Et le passe d'enfants qui deviennent parents, et par la suite... Si on veut, comme paraphraser, pour résumer un peu, c'est l'histoire d'un pilote qui fait un écrasement d'avion dans le désert de Libye. Et il s'inspire de ça, c'est réel. M. Saint-Exupéry a vécu ça et transpose ça dans un récit qui va prendre plusieurs mois à écrire. Mais le fait que la famille de Coninck, de la région de Québec, à laquelle appartenait le philosophe, il y aurait eu la visite pendant quelques mois de Saint-Exupéry. Et il y a un petit bonhomme, le Thomas qui est mort à 91 ans, qui a servi de modèle. Et ça, c'est drôle parce que, effectivement, l'homme en question, Thomas de Coninck, jusqu'à tout récemment, alimentait, conservait encore la légende en portant un foulard, une écharpe
rouge, comme on voit dans Le Petit Prince. Alors, c'est un peu assez intéressant de voir que 80 ans avant la création, c'est sorti d'abord en anglais, Le Petit Prince, puis en français. L'engouement que les gens ont encore pour le personnage. Je pense qu'il ne vieillit pas. Et puis, on le voit sur une planète répondre à l'étranger, qui est l'aviateur. Des questions toutes simples, hein, comme en tout cas sur la solitude, sur le renard, hein, le renard qu'on apprivoise tranquillement, sur un tas de référents. Ici, quand quelqu'un prend ça, il ne connaît pas nécessairement tout le background, mais il y a quelque chose de magique dans ce livre-là. Bien, je pense que, justement, vous l'avez un peu dit, il y a des questions, mais aussi on l'interprète aussi à notre manière. Oui, il y a une histoire, elle est racontée, on la lit, on la comprend, mais on utilise aussi notre imagination, notre bagage pour se créer justement ces sentiments-là au travers du livre. Et c'est ça, comme je vous disais, les auteurs essaient de reproduire dans différents livres. Et celui-là, bien, réussit à traverser les époques. Et puis, c'est drôle parce que l'autre livre qui lui fait un peu concurrence, c'est la Bible. Pas pour les mêmes raisons, mais est-ce qu'on en demande la Bible ici à la bibliothèque ou c'est plutôt rare? Non, c'est plus un ouvrage que les gens possèdent. Ouais. Donc, nous, c'est vraiment... Le concept d'une bibliothèque, c'est partager un bien commun. Donc, le livre, je vous dirais, oui, on en a un exemplaire ici, mais je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui en ont un exemplaire à la maison aussi. Oui, puis il est fraîchement sorti des presses. En fait, on l'a racheté celui-là parce que, justement, on l'a acheté en 2025. L'ancienne édition qu'on avait commençait à être défraîchie un peu. Ouais. Donc, on a décidé de le racheter vu que c'est un livre qui est en demande pour avoir une plus belle édition. Donc, on termine en se disant que Le Petit Prince, il n'est pas mort, il est encore vivant puisqu'on cherche ses aventures encore aujourd'hui. C'est exact. Sylvain Pousseau, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Comme deuxième segment d'émission, on va parler de l'amitié franco-québécoise qui remonte aux années 60 avec la fameuse visite du général de Gaulle. Hein, vous vous souvenez qu'il avait dit « Vive le Québec », 3 petits points. C'est à vous d'ajouter ce que vous voulez mettre. Mais plus près de nous, j'ai rencontré Denis Racine, qui est le président de l'association France-Québec, Jacques Cartier-Portneuf. Donc, il va nous mettre dans un contexte pour nous parler d'une activité, Tourismo, qui consiste en des jeux, des dictées. Et la démarche que fait le président de cette association, c'est de convaincre les autorités de la MRC de Portneuf que dans 2 ans, en 2028, ça pourrait être la région de Portneuf qui soit l'hôte de cette activité Tourismo où il y aura une dictée. Une dictée lue par qui? Probablement le préfet de la MRC de Portneuf. Alors, ça serait intéressant parce qu'il y a beaucoup de pièges dans une dictée. En tout cas, pour éviter les pièges, on s'est entretenu avec Denis Racine, président de l'Association Québec-France, Jacques Cartier-Portneuf. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Denis Racine, qui est le président de l'Association Québec-France, Jacques Cartier-Portneuf. Bonjour. Bonjour. Bien, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que j'ai vu que ces jours-ci, même ces heures-ci, il y a une décision qui va se prendre à la MRC de Portneuf concernant une demande. Il y a des devis qui sont présentés, une demande de sous. On commence par ça, tiens. Très bien. Alors, effectivement, on a formulé une demande à la MRC de Portneuf dans le cadre du mois de la francophonie. Le réseau Québec-France organise différentes activités pour souligner évidemment la francophonie. Ça survient toujours au mois de mars, là, toujours au mois de annuellement. Mars, début avril. Là. Et évidemment, on reçoit une subvention du ministère de la langue française. Autrefois, c'était de l'Office de la langue française. Et parmi les activités, il y a ce qu'on appelle les jeux linguistiques et Tourismo ludicté. Bon. Une dictée dans le cadre du mois de la francophonie. Voilà, exactement. Ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une bonne participation chaque année? Oh oui, ça fonctionne parce que c'est diffusé à travers tout le Québec. Et même, c'est le réseau Internet. Les Français peuvent même participer par la suite, pas en direct. Oui. Et puis il y a un cahier, puis il y a des corrections, il y a des prix, etc. Et chaque année, celui qui lit la dictée, c'est généralement le maire ou le préfet de la ville hôte. Cette année 2026, c'est qui la ville hôte? Ah, c'est Magog.
OK, donc le maire ou le préfet de Magog va lire la dictée. Exactement. C'est un défi, hein, parce que les dictées n'ont pas la réputation d'être faciles. Non, puis c'est pas tous les maires qui sont d'habiles professeurs. Mais enfin, bon, on fait avec. C'est un des dangers. Voilà, mais je pense que généralement, ça se passe bien, parce qu'évidemment, il connaît la dictée, il l'a lu, alors il s'est probablement pratiqué. Mais quel serait l'intérêt de la MRC de Portneuf de... Bien, c'est qu'à l'occasion de cette dictée-là, on met en valeur les richesses touristiques et patrimoniales de la région hôtesse ou de la ville hôtesse. Qui n'est pas encore déterminé ou qui va l'être déterminé? Bien là, pour 2028. La demande qui est faite, c'est pour 2028, parce que la demande qui est faite au ministère par le réseau, c'est un programme triennal, donc sur 3 ans. Or, cette année, c'est Magog, je pense que l'année prochaine, c'est en Montérégie, et 2028, il s'agissait de déterminer une ville ou une région hôtesse. Et là, vous avez poussé pour... Bien, vous savez, j'ai été pendant 11 ans, maire de Lac-Sergent, et ce que j'entendais, puis je le vois encore aujourd'hui, c'est que la région de Portneuf, c'est la région pauvre en termes de promotion touristique de la région de Québec. Okay. Tout le monde va à Québec. Défavorisé, voilà. pas tout le pauvre. Monde, on met beaucoup l'accent sur Québec. Tout le monde va à Québec. Tout le monde va à sa côte de Beaupré, sur l'île d'Orléans. Dans la région de Portneuf, il y a des choses fort intéressantes à voir, à visiter, à connaître. Alors, ça donne l'occasion, cette dictée-là, à peu de frais, de faire la promotion de la région de Portneuf. Mais ce n'est pas encore gagné tout à fait, puisqu'il faut aussi avoir un peu de sous pour le gagnant de la dictée. Bien, c'est-à-dire que nous, le réseau, on fait une demande sur 3 ans au ministère de la langue française, qui autorise évidemment les crédits ou la subvention. Et ce qu'on demande à chacune des villes hôtesses, c'est d'abord que le maire soit disponible pour lire la dictée, évidemment. Possible, oui. Et on demande une petite contribution financière d'environ 1 500 $ en prix, notamment de l'hébergement, pour permettre aux gagnants de venir visiter Portneuf, de connaître Portneuf. Et dans la dictée, on fait allusion aux richesses de Portneuf. OK. On met en valeur le territoire où, tout à fait. Où est le préfet, où est le maire. C'est intéressant. Exactement. Jusqu'ici, les échos que vous avez de la MRC, est-ce que ça semble un peu favorable? Bien, ça fait depuis 2015 que ça existe, puis il y a des villes qui l'ont fait 2 fois. Alors, c'est signe que ça devrait être intéressant. Mais c'est curieux en même temps, parce qu'au moment où on se parle, ça va se décider quand l'émission sera complétée. On aura une réponse de la MRC, mais normalement, ça devrait passer assez bien. Exactement. Ça devrait être adopté, on présume, à la réunion des maires, c'est demain soir, le 18. Oui, le mercredi. Alors, donc quand l'émission va être diffusée, on aura la décision. Bon, on saura s'il y aura dictée ou pas sur la région. Mais moi, j'aimerais revenir sur la réalité, justement, des relations, de l'amitié franco-québécoise. Et ça fait longtemps que vous mijotez dans ce milieu-là. Comment se porte-t-elle l'amitié franco-québécoise? Ça dépend à qui vous posez la question. Bien, je la pose à vous. Oui, bon. Moi, je vous dirais que dans notre domaine, c'est difficile. Ça existe depuis les années 60, en 61, de Gaulle, l'ouverture de la délégation du général du Québec à Paris. Après ça, 67, la visite du général de Gaulle. 65, les accords sur la coopération en éducation. 68, l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Et dans cette foulée-là, la création du réseau à l'Association Québec-France et l'Association France-Québec, des 2 côtés de l'Atlantique. Ça bouillonnait. Dans les années 60, il y a bien sûr Général de Gaulle, mais tout ce qui entourait la langue française au Québec et cette coopération-là, je pense qu'on n'a pas dépassé ces sommets-là. On a peut-être concrétisé, mais l'émergence, c'est vraiment dans les années 60. C'est une coopération qui est unique au monde. Cherchez pas dans d'autres pays. Il n'y en a pas de pays qui ont approfondi la coopération comme la France et le Québec. Mais il y a quand même dans le monde entier des alliances françaises. Oui, bien sûr. Ça, mais c'est la promotion de la France avant tout. Oui. Là, c'est les deux. Oui, mais là, c'est vraiment une coopération et le Québec joue un rôle important dans cette coopération. Pensez au sommet sur la francophonie. Le Québec est partie prenante dans différents domaines. Alors, dans les domaines de pointe, la coopération actuellement, ça va bien. La coopération universitaire, sur le numérique, les sciences,
Ben, les offices franco-québécois de la jeunesse fonctionnent encore. Oui, mais c'est plus difficile. Et dans notre domaine, les crédits sont rares. Le ministère s'est retiré. Depuis 2015, que la France n'investit plus. Nous, c'est un réseau d'amitié entre les personnes et entre les régions. Alors, depuis 2015, le ministère des Affaires étrangères de France n'investit plus là-dedans. Donc, la coopération est à la charge du gouvernement du Québec. Et presque à sens unique, là. Ben voilà. Puis lui, il dit, ben écoutez, moi, je ne suis pas intéressé à financer des deux côtés de l'Atlantique. Alors là, il y a une problématique qui se pose et il y a des négociations qui doivent avoir lieu avec la France. C'est quand même anachronique un peu qu'au moment où au Québec, on entend des cris sur la menace du français, le français serait menacé par l'apport de d'autres communautés culturelles, c'est dans l'actualité. Au-delà de ça, se poursuit quand même cette amitié franco-québécoise. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas investir davantage? Je parle notamment de la France, ou même le Québec éventuellement. Moi, je pense qu'on devrait maintenir au moins les liens en regardant au moins les financements que nous avons. Mais vous parlez de la langue française. Je ne sais pas si vous êtes allé en France récemment. La situation du français, notamment dans l'affichage en France, c'est triste. Partout, vous voyez des affiches en anglais. Et oui, en France, on peut penser que tous les Français parlent maintenant anglais, ce qui est loin d'être le cas. Je vais vous donner un exemple. Je suis allé au mois de juin dernier. Ricard fait une publicité dans le pastis, là, et le pastis, c'est marqué « Born à Marseille ». Né à Marseille. C'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. C'est ça. Mais c'est comme ça. Mais c'est chic. Ça fait bien, mais en réalité, nous qui luttons pour maintenir la qualité de la langue à la proximité d'un géant anglophone, hein, de 300 millions de personnes, on mesure l'importance qu'on a d'accorder un statut à notre langue, un respect, une fierté. Est-ce qu'on la ressent encore, que ce soit dans notre production culturelle, dans nos représentations à l'international? Est-ce qu'on est encore en train de se battre pour la langue française? Oui, sauf que il y a des nuances à faire. Un des problèmes, c'est dans la jeunesse, on écoute beaucoup de musique et de production anglophone. Sur Internet. C'est un peu par la force des choses, parce qu'ils sont omniprésents. Il y a des choses à faire. Et vous vous souvenez, dans la radio, ils ont un quota de chansons françaises, mais s'ils font jouer les chansons françaises à minuit le soir, c'est un peu raté. Ouais. Alors, il y aura peut-être un repositionnement à faire là. Et du côté de la France, évidemment, on était plus sensible à cette question de protection de la langue au Québec, en France. Et quand on parlait de ça à nos collègues français, ils nous disaient, les Québécois, on est tannés de vous entendre sur cette question-là. Parce qu'évidemment, pour eux autres, un, ils ne se sentaient pas menacés. Et deux, ils se disaient, bien écoutez, nous, on parle français, et puis, il est un peu de snobisme, des mots anglais. Vous écoutez un bulletin de nouvelles en France, là, le téléjournal en France, vous ne comprenez pas la moitié du téléjournal, c'est truffé de mots anglais. Mais les choses sont en train de changer actuellement. On commence avec la Fédération France-Québec, à avoir des alliances pour, justement, la protection du français. Mais ce serait bien, et je termine là-dessus, qu'à Portneuf, dans la région de Portneuf, on ait un symbole de la langue française, de la résistance, à travers une dictée, mais en 2028, on sera sur les rangs, fort probablement. Ben voilà, c'est ce que je souhaite, évidemment, ardemment, parce que, comme vous l'avez dit au point de départ, j'ai toujours un peu à cœur la région de Portneuf. J'ai joué un rôle pendant un certain nombre d'années. Et de la mettre en valeur, pour moi, c'est important. Ça va être une fierté pour tous les gens de la région de Portneuf. Je le pense. Alors, il ne reste qu'à vous remercier, Denis Racine, et merci beaucoup pour cette profession de foi linguistique pour la langue française. Merci. À la prochaine. Et voilà qui complète notre émission. J'espère que ça vous a plu. Juste pour vous rappeler que, d'après ce qu'on a dit, ce qu'on a entendu, je peux vous rassurer, en mettant mon écharpe, que le petit prince n'est pas mort. Il a seulement pris congé de sa rose et de son renard. Et moi, je prends congé de vous. À la semaine prochaine.